Bonjour à tous, bienvenue pour ces 2 journées à Blend Web Mix. Je m'appelle Stéphane Schulz. J'ai la lourde tâche d'être le monsieur loyal de ces 2 journées. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier au nom des organisateurs, des bénévoles, de l'équipe technique formidable, des sponsors, des speakers qui vont parler. Je tenais à vous remercier de leur part et de penser bien à tous ces gens en fait, qui font qu'aujourd'hui et demain, vous allez passer, j'espère, une excellente journée. Donc, mon métier n'est pas du tout d'être animateur, vous allez sans doute le constater. Quand j'ai été contacté par les organisateurs, dans un premier temps, je me suis dit, mince, moi je suis conseil en innovation, je suis blogueur, je ne vais pas pouvoir accepter quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je vais me retrouver sur une scène devant plein de gens dans le noir et moi dans la lumière et je ne serai jamais capable de le faire. Et puis en discutant avec eux, avec Jean-Louis, avec Pierre, ils m'ont dit mais tu sais, pour nous aussi, c'est la première fois qu'on aura un animateur chez Blend. Et puis ils m'ont dit une autre chose importante, ils m'ont dit 90% des speakers qui sont là, c'est la première fois aussi. Et je me suis dit finalement, si c'est la première fois pour tout le monde, eh bien on va le faire et on va le faire comme on peut, c'est-à-dire avec de l'enthousiasme et avec de la confiance. Donc je vais commencer par vous poser une première question. Qui vient ici pour la première fois? Ok, formidable. Donc bienvenue, on va être dans la même galère aujourd'hui. Ok, donc moi quand je ne sais pas, je demande. Donc j'ai demandé en fait à un certain nombre d'amis finalement. Qu'est-ce que tu peux me donner des conseils pour être animateur, pour être monsieur loyal? Donc ils m'ont dit qu'il faut sourire. Voilà. Ils m'ont dit qu'il faut parler de soi, mais pas trop. Donc je vais éviter. Il faut surtout, évidemment, être le passe-plat, dans le sens positif du terme, pour les speakers. Vous en avez un qui est déjà là, ici. Ils m'ont dit qu'il faut respecter le timing. Donc là, j'ai une petite horloge qui tourne et il va falloir que je sois très strict sur le timing. Et puis, ils m'ont dit évidemment qu'il faut être au service du programme. Ce programme, en fait, je l'ai découvert un peu avant vous, je l'ai découvert en détail, et ce n'est pas de la flagornerie de dire qu'il est absolument passionnant et assez unique. Moi, je vais vous parler encore un petit peu de ma vie. Les événements en fait, numériques ont eu une grande influence pour moi. Il y a 5 ans, en fait, j'ai quitté un bon job dans une grosse boîte. Et je me suis rebooté, en fait, je suis reparti à zéro. Et je dois dire que le fait d'aller dans des événements, c'est la première chose que j'ai faite, ça a eu un impact très important sur moi. Car d'entendre des gens qui ont préparé, de vivre ça avec eux, finalement, c'est peut-être un des derniers moments qu'on vit dans ce monde connecté où il peut se passer des choses et ça peut changer sa vie. Donc j'espère que pour un certain nombre d'entre vous, en fait, cet événement va vous apporter des choses et changer votre vie. Donc le programme aujourd'hui, il respecte, aujourd'hui et demain, respecte en fait l'idée de Blend, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses. C'est un festival, vous pouvez aller et venir. Vous avez, je crois, 7 scènes différentes. Vous avez 4 grands thèmes en fait, le thème de la tech, et on va l'aborder ce matin avec François Zaninotto. Le thème du design, on aura Annie Atkins tout à l'heure, qui est une designer irlandaise, qui viendra spécialement d'Irlande pour nous parler du design dans les films. On aura aussi le marketing, donc cet après-midi, on aura plusieurs présentations sur le thème du marketing. Et puis, on a un thème autre, et je crois qu'on a une très bonne introduction ce matin sur ce thème autre, avec Pierre Pediardi qui va nous parler des startups d'État et de l'État plateforme. Je ne vais pas te présenter tout de suite, parce que sinon, ils vont lancer. On m'a dit donc qu'il fallait aussi placer quelques anecdotes, donc j'en ai une bonne ce matin. J'ai pris le taxi ce matin, donc un traditionnel taxi lyonnais, et il m'a dit finalement, mais où est-ce que vous allez? Est-ce que je vais avoir du travail en fait avec cet événement? Et donc je lui ai dit, je n'étais pas bien réveillé, je vais à Blend Web Mix. Il m'a dit, pardon? Blend Web Mix. Bon, il ne m'a pas redemandé. Donc on a une première difficulté en fait avec cet événement qui est d'en parler. Est-ce que vous-même, vous arrivez convenablement à prononcer Blend Web Mix? Je vous entends pas? Non, mais pas oui, dites-le moi. Comment? Ok, on va vous aider un petit peu. Depuis les premières éditions du Blend Web Mix, les gens ne savent pas comment prononcer justement les mots Blend Web Mix. Nous sommes allés à la rencontre des gens de Lyon afin de leur poser la question. Blend Web. Comment? Blend.
Dis tout, vas-y. Blend, Webmix. Blend. Webmix, Les trois mots. c'est du Quand vous voyez les trois mots. Blend. Bon, je suis blend Winix. Alors nous, comme nous sommes du Midi, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Avec l'accent. C'est d'autant mieux, c'est ça. Blend Webmix. Blend Webmix. Comment? Webmix. Blend, Webmix. Blend Webmix. Blend, Webmix. Blend Webmix. Blend, Webmix. Merci. Blend, ouais. Je peux recommencer. Vas-y. Blend, Webmix. Allez, encore une fois, je vous embête plus. Super, bon, parfait. Donc ce matin, le programme avec 3 conférences. On va commencer, vous allez voir, ça commence tout de suite très fort. Je reconnais certains qui étaient là hier soir à l'Hôtel de Ville, où il y a eu une présentation, un teaser en fait terrible de Pierre Pezziardi qui est là, je vais y arriver, il faut que je m'entraîne aussi. Donc Pierre en fait a électrisé la salle, il n'y avait plus un bruit, on entendait les cliquetis des traiteurs qui préparaient les choses. Et justement, donc l'étonnant en fait, c'est que Pierre Pezziardi, donc tu es entrepreneur en résidence depuis 2013 dans un incubateur de start-up d'État qui s'appelle beta.gouv. Alors, entrepreneur, incubateur, start-up, État, c'est des termes qu'on n'associe pas souvent. Et donc tu vas nous parler en fait aujourd'hui d'un thème qui s'appelle techniquement en fait des startups d'État, l'État plateforme, mais on voit tout de suite qu'on a un sous-titre qui est « Nous vivons une époque formidable », point d'interrogation et point d'exclamation. Vaste programme. Pierre, c'est à toi. Merci, vous m'entendez? Merci Stéphane. Ben c'est vrai, oui, on vit une époque formidable, non? Nous tous, les informaticiens, les gens du numérique, on a la lumière dans la figure, mais on a surtout on a des très bons boulots, on ne connaît pas le chômage. Pour la plupart d'entre vous, on est bien payé, merci. On est même en train de devenir la figure du héros moderne. On parle de nous dans la presse, le numérique. Cette figure du héros moderne, elle me rappelle celle du trader dans les années 80-90, qui était pour moi la figure du héros moderne qui a réussi, un brillant mathématicien, le trader. Waouh, c'est génial. Alors c'était d'autres valeurs à l'œuvre à l'époque, 80-90, les années fric. Mais effectivement, ça s'est un peu mal terminé. Et c'est vrai que quand on fabrique de l'informatique aujourd'hui, en particulier dans l'État, on est souvent confronté à l'échec. Beaucoup de nos projets, finalement, échouent. Donc on dépense beaucoup d'argent et vous êtes, j'en ai remis quelques-uns à l'écran ici, vous avez des systèmes d'information que vous avez financés, merci, à 300 millions d'euros qui n'ont jamais eu la chance d'être mis en production. Vous avez entendu parler du Louvois, de la paye des militaires, vous avez entendu parler du dossier médical personnalisé, de l'ONP, l'opérateur national de paye de l'État, tous ces projets qui nous renvoient quand même à une forme de responsabilité pour nous. C'est qu'on fabrique de l'informatique et qui se termine parfois, voire souvent, en tragédie de l'exécution. Tout n'est pas start-up, tout n'est pas Blablacar, tout n'est pas Wikipédia. On fabrique beaucoup de déchets dans nos métiers. Et il faut s'en rappeler. Mais c'est pas tout. Parce que des fois, ça réussit, on arrive à mettre en prod des choses. Là aussi, on se retrouve avec d'autres ennuis. C'est que il m'est arrivé, vous savez, de fabriquer des systèmes d'information qui ne servent à rien, en temps et en heure, en respectant le budget. En 2008, à une période, à l'automne, pareil que maintenant, on avait fabriqué des systèmes d'information qu'on appelait BAL2. Vous savez, ce sont des grosses cathédrales qui mesurent, qui captent toutes les informations de la banque, qui en font des calculs et qui génèrent des indicateurs de risque systémique, c'est-à-dire qui donnent la santé de l'institution financière et qui fondent l'action du régulateur sur la banque. Ces cathédrales, on les avait bâties, on avait réussi, on avait été félicités, et puis
La veille de, vous savez, cette faillite de plusieurs banques françaises qui avaient nécessité la recapitalisation, les systèmes d'information que j'avais construits, leurs voyants étaient verts. Le lendemain, tout s'écroule. Vous fabriquez des systèmes d'information, et il faut savoir se le dire, qui, parfois, ne servent à rien, se retrouvent être le bras armé de la bureaucratie, la reproduction des systèmes qui ne font que reproduire l'ordre en place, des systèmes qui renforcent dans les organismes, les grandes organisations, les fonctions de contrôle, qui renvoient à des... là où, à l'extérieur, on est plus habitué à se dire « Ah, c'est génial, on a Wikipédia, des Blablacar, des systèmes qui, au contraire, renforcent la coopération. » C'est donc par cette touche un peu triste que je voulais démarrer, mais pour vous dire que nous sommes tous confrontés à cette responsabilité. Nous générons deux tragédies. Une tragédie de l'exécution et une tragédie de la finalité. J'ai mis quelques autres exemples ici, mais vous savez qu'il y a celui qui a programmé les programmes qui indiquaient les taux de pollution des véhicules, il est en prison. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, nous, en tant qu'informaticiens, en tant que fabricants d'outils numériques, qui vont outiller le quotidien d'usagers, on a une responsabilité politique. On ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord? Si vous fabriquez pour le compte d'entreprises ou d'administrations des systèmes qui renforcent des organisations, qui diminuent l'autonomie des gens, qui nuisent à la coopération, vous en êtes responsable. Et aujourd'hui, on s'interroge. On a un numérique fantasmé qui est fascinant. Moi, je pense que le monde est mieux avec Wikipédia que sans. Le monde est mieux avec Google que sans, même si ça pose beaucoup de problèmes. Mais je le préfère comme ça. Et puis, je vois des systèmes d'information qui ne transforment pas les organisations, qui les laissent dans un état de paternalisme de très 20e siècle, on va dire. Et vous en avez les signaux. C'était ma dernière image sur beaucoup de Français ou d'individus dans nos sociétés se retrouvent dans le concept de bullshit jobs, c'est-à-dire ils se retrouvent dans des métiers où finalement ils peinent à dire à la fin de la journée « mais j'ai aidé qui aujourd'hui? J'ai servi à quoi ?» Nous, on rêve de fabriquer des systèmes d'information qui transforment nos sociétés. D'accord? On rêve de faire des Blablacar dans l'administration, de résoudre des problèmes. Et donc, après cette introduction un peu pesante, l'État, il y a 4 ans, a décidé de faire autrement. Sinon, on refait toujours la même chose. Tragédie de l'exécution, tragédie de la finalité. Faire autrement, c'est pas essayer de mettre un cheval à une voiture, c'est vraiment changer quelque chose. Alors, comment on a fait? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des start-up d'État. Start-up d'État, c'est vrai que ça, Stéphane nous disait, ça sonne comme une oxymore. Start-up, État. Une start-up, c'est vif, c'est tout petit, ça pivote, ça change de... et ça peut mourir. Ça peut se planter. L'État, c'est gros, c'est lourd, c'est un paquebot, ça ne dévie pas. Ça ne peut pas mourir, ou rarement, on va dire. Qu'est-ce qu'une start-up d'État, au fond? C'est cette idée de réifier des valeurs d'autonomie, donner du pouvoir à des gens, à des petites équipes, pour fabriquer, avec les méthodes des start-up, des services publics numériques. Et les services publics numériques, on en a besoin. On en a besoin parce que l'État n'a clairement pas encore pris ce virage numérique. L'État se pense comme un distributeur de politiques publiques qui termine invariablement en formulaire CERFA, en IGIAPHONE et en queue. Et donc, probablement qu'on mérite mieux que ça. Qu'on mérite mieux qu'une transposition d'un formulaire CERFA pour inventer l'État numérique. Alors, vous avez à l'écran quelques startups d'État. Depuis, vous les retrouverez toutes sur beta.gouv.fr. Il y en a une trentaine aujourd'hui. Les startups d'État, c'est une grosse centaine de personnes. Ça vous donne une taille moyenne, une grosse centaine de personnes, 30 startups. Et vous avez ici la première startup, je suis obligé donc c'est DataGouv. Partager, améliorer, c'est le portail open data, de l'open data français. Vous avez des choses qui sont venues réduire la friction
à la commande publique, marché public simplifié, qui permet à des PME de candidater à un marché public simplement avec son numéro de SIRET. Qui a déjà répondu à un marché public ici? Qui peut me parler de l'expérience usagée? Douloureux, hein? Pain, voilà. Donc c'est à ça qu'on essaye de s'attaquer. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Vous avez le mez.gouv.fr, simuler toutes vos aides en ligne. Là encore, l'idée c'est de... Aujourd'hui, on vous parle souvent de fraude au RSA, il y a 250 millions de fraudes au RSA, c'est vrai. Oui, mais il y a aussi 40% de non-recours aux prestations sociales. 20 fois plus, 5 milliards. Donc où est le problème en fait? C'est que notre filet de sécurité, il est devenu tellement compliqué que les gens ne savent pas s'ils ont des choses. Il s'est construit sur une règle, une aide égale un organisme responsable égale un guichet, un formulaire CERFA, un digiphone. Et donc, quand vous multipliez ça, y compris dans les métropoles, vous avez une difficile lisibilité des dispositifs. On peut casser cette règle, et si vous allez sur Mes aides, à un endroit, vous dites qui vous êtes, et vous aurez toutes vos aides. Ça, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de simulations par jour. Ce qui est intéressant avec l'État par rapport à une start-up privée, c'est qu'effectivement, on a une direction commerciale assez forte, on a une clientèle un peu captive de 65 millions de personnes. C'est plus simple. Quand j'étais dans le privé, chez KissKissBankBank, c'était plus compliqué. On en a fait plusieurs, donc vous avez des systèmes qui fluidifient l'accès aux maisons du handicap. Le délai de traitement moyen d'une demande dans une MDPH, c'est 11 mois. Il faut être patient. Donc on essaye de fluidifier ça. Si vous êtes amateur de taxi, vous utiliserez peut-être une application agréée le taxi pour avoir un taxi. Si vous êtes intéressé par la montée en compétences de vos staffs, de vos enfants en numérique, vous utiliserez Pix, développer vos compétences numériques, qui est un super outil pour apprendre en s'amusant, etc., etc. Et enfin, le petit dernier qui va me servir de fil conducteur, qui est tout en bas, qui s'appelle La Bonne Boîte, qui est une start-up d'État qu'on a fait chez Pôle emploi, et qui permet de trouver le marché caché de l'emploi. Le marché caché, le saviez-vous, hein, la fenêtre que vous offre Pôle emploi quand vous arrivez sur le site, et vous avez ce moteur de recherche, il vous offre des annonces, d'accord? Savez-vous combien de pourcents du marché du travail ça représente, les annonces? Il y en a qui savent? 100%? Enfin, toutes les embauches en France sont le fruit d'une annonce? Combien? Waouh, il le connaît. C'est 7%. Donc, vous avez un drame national, et quand vous allez sur le site de Pôle emploi, qui est le 4e site français, vous avez une fenêtre sur 7% du problème. Or, 30% du marché, c'est des candidatures spontanées. Donc, avec La Bonne Boîte, vous trouverez les entreprises qui vont recruter avec du Big Data. On va en reparler. Donc, comment on a fait ça? C'est pas très important de vous lister l'ensemble des réalisations qu'on a fait. Donc là, si je vais en avant. C'est comment on l'a fait? C'est comment, finalement, qu'est-ce qui a changé dans cette méthode par rapport à les grands programmes, le grand plan de réforme, la refondation de l'école et les chantiers que l'État a l'habitude de lancer? On a fait extrêmement différemment. On a fait plus petit, plus frugal, plus agile, plus start-up d'État. Par quoi on part? On part par ce qu'on a appelé, nous, un indigné, ou une indignée, quelqu'un qui se dit, mais c'est quand même pas possible de voir cette queue, de voir ces incivilités, de voir ces gens qui ont du non-recours, et qui a décidé d'en faire une affaire personnelle. Alors on dit, cherchons un innovateur plus qu'une innovation, c'est-à-dire que les innovations, la liste des choses à faire, mais tout le monde, d'ailleurs beaucoup de gens sont payés à faire ça, mais ça ne sert à rien. Des listes de choses à faire, j'en ai plein, moi, je peux vous le dire. Le RSI, ça ne marche pas. Chaque mois, il y a 2 millions de personnes qui essayent de s'actualiser sur Pôle emploi, ça ne marche pas. Je peux vous faire des listes, mais le problème, c'est qu'il faut le faire. Donc autant aller directement à la personne qui est en capacité de le faire, et cette personne, je peux vous le dire, elle aura besoin de force opiniâtreté pour réaliser. Donc notre premier point de départ, c'est donc de rechercher des agents publics qui ont cette forme d'indignation. Et souvent, comment on les retrouve? On les invite. On les invite avec une lettre
de ce type-là, qui émane du directeur de l'administration, du patron de la collectivité, ou quel qu'il soit, et qui dit « Chers amis, à tous, vous êtes les témoins d'irritants réguliers pour les usagers ou les agents. Vous avez une idée qui passe par le numérique pour le résoudre. Vous êtes prêts à vous y investir 6 à 18 mois. Ce n'est pas une boîte à idées. C'est pas « il faudrait faire ça ». Non, c'est « je suis prêt à m'y investir 6 à 18 mois. Alors venez tel jour, telle heure ». Et là, on va nommer des lauréats. Et ces gens-là, on va créer autour d'eux, on va leur donner du pouvoir. Donc toutes les startups d'État, elles sont menées par des agents publics. Alors c'est des fonctionnaires, des contractuels, c'est pas le souci. Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas d'âge, il y a des femmes, des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux, mais ils ont tous quelque chose qui est cette boule au ventre, cette envie de faire avancer les choses et de faire reculer un irritant. C'est notre première règle du jeu, mais ça ne suffit pas. Vous avez vu beaucoup ici, on m'a dit que c'était la conférence No Bullshit. Alors on va faire No Bullshit. Donc dans No Bullshit, vous savez, nous, dans le numérique, on en fabrique quand même beaucoup du bullshit. On fait quand même pas mal de solutionnisme. Hein. Il y a des amateurs de blockchain, là, on aime bien mettre, oui, mais vous avez quand même un problème, on aimerait bien le résoudre avec cette technologie parce qu'on pense que c'est bien. Donc nous, on ne fait jamais ça. On part toujours du problème. Donc, on a un problème avec l'open data qui est que la donnée est de mauvaise qualité, on ne sait pas ce que les gens en font, on ne connaît pas les réutilisations. Eh bien, le but, c'est de partager, améliorer et réutiliser les données publiques. Je vous donne 2 exemples. C'est la tannée pour récupérer un taxi. Le Uber l'a bien compris, il est allé sur ça. Qu'on pouvait commander un VTC avec un seul bouton. Mais un taxi, cette profession, pouvait-on la laisser, qui a été longtemps administrée par l'État, pouvait-elle rester en marge de la modernité? Et donc, on a donné les moyens de un clic, un taxi. De la même manière, pour améliorer l'expérience usagée de nos amis PME qui tentent de répondre à la commande publique, candidater à un marché public avec son simple numéro de SIRET. Donc, évitons le solutionnisme. Quel est le futur que vous appelez de vos voeux? Qui dira « le monde est mieux grâce à votre truc » C'est toujours ce problème, cette question qu'on se pose avant de lancer une start-up d'État. Quel est le futur que l'on souhaite? Oui, on souhaite que dans le futur, quand vous rentrez dans une agence Pôle emploi, on vous propose de dire « ah, répondez aux annonces », mais aussi panacher ça avec des candidatures spontanées. Après avoir trouvé un innovateur, un problème qui vaille la peine, ben, il ne faut pas se mentir, on va créer une zone d'autonomie. Une zone d'autonomie, ça veut dire qu'on ne peut pas innover au sein même de la structure. La structure, elle vous rappelle toujours à ses règles, à ses usages, à ses coutumes, à ses tabous, à ses standards. Si vous voulez faire quelque chose, je pense que vous vous reconnaîtrez, ceux qui travaillent dans les grandes organisations, vous comprendrez que si vous essayez de faire de l'informatique à la Société Générale ou dans une grande organisation, eh bien vous allez être rappelé. On va vous dire, pour recruter, tu appelles la DRH, pour la com, tu appelles la direction de la com, pour faire un peu si tu veux un serveur, tu appelles la DSI, tu attends 3 mois. Vous allez être rappelé par toutes ces forces. Et au fond, tout ce rappel à la loi, aux règles, aux usages, il va vous empêcher d'innover. D'accord? Puisque vous allez finir par appliquer les mêmes règles qu'avant. Or, innover, c'est précisément être iconoclaste. C'est casser un vieil icône. Je vous l'ai dit, à chaque fois, et vous l'aurez peut-être en tête dans les exemples que je vous ai donnés, chaque start-up, elle a cassé un code. Quand vous cassez un code, il y a des gens qui hurlent, qui ne sont pas d'accord. Et ils ont raison. Quand on a fait mes aides, on a cassé quel code? Je vous l'ai dit. Les aides ont un organisme responsable, un guichet, un IGA-FOD. Et on a dit, ben non. Un seul guichet peut avoir toutes les aides. Et donc là, quels sont les hurlements? Les hurlements, c'est de dire, mais vous êtes complètement fou. Vous êtes irresponsable. Vous courez la cata à l'accident industriel puisque vous ne pouvez être responsable de toutes les aides puisqu'on ne l'a jamais fait. Alors, ce n'est pas annoncer, si vous voulez, ce que je vous dis, une lutte entre
les gentils barbares, les gentils innovateurs, contre les méchants, conservateurs, réactionnaires, etc. Ce n'est pas du tout ça que je vous décris comme contexte. C'est la lutte de deux légitimités. D'accord ? Les gens qui nous crachaient à la figure, ils avaient raison, quelque part, d'avoir peur. Parce qu'ils tiennent, eux, ils font leur métier, c'est de faire tourner le système tel qu'il tourne. Pour imparfait qu'il soit, il faut le faire tourner. Il nous a amenés jusqu'ici aujourd'hui. Il est imparfait, on peut le critiquer, etc. Mais eux sont intéressés par ce qui se passe au quotidien. Et leurs objectifs sont complètement antagonistes avec celui de l'innovateur qui, lui, veut le casser, en fait, veut dire, mais on peut faire beaucoup mieux. Les deux ont raison. La seule manière de résoudre ce problème schizophrénique qu'ont toutes les grandes organisations, c'est de faire un pas de côté. Vous ne pouvez pas innover dans la structure. La structure, c'est la reproduction, au sens bourdieusien. Vous y reproduirez tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des zones d'autonomie. Une zone d'autonomie, concrètement, ça veut dire que l'agent public qu'on a recruté, on l'exfiltre. Ce n'est pas un informaticien, c'est un agent de terrain. La bonne boîte, c'était un conseiller emploi à Hayange. On le met, là on lui donne un Mac, une connexion Internet qui marche, pas avec un firewall. On teste, vous savez, on regarde si on peut taper YouPorn. Et si, là on dit, ok, on est autonome. L'autonomie pour recruter, hire and fire, on ne passe pas par la ressource humaine, on recrute qui on a besoin dans cette équipe, puisque, encore une fois, ce dont je vous parle d'informatique, d'aucuns parleraient de numérique, mais je vous parle essentiellement d'humain, en fait, et de comment on s'organise. Vous allez voir que ce qu'on dessine là est une profonde mutation des manières de travailler au sein même des équipes informatiques et puis au sein même des usagers qu'on va irriguer de nos systèmes. Donc, on va créer cette zone d'autonomie et autour du coup d'un agent public, pour que vous sentiez bien la forme d'une start-up, vous allez donc avoir un intrapreneur, un coach qui est un ancien entrepreneur. Donc un coach, il peut traiter une dizaine de start-up. Et 1 à 2 informaticiens pour réaliser l'actif numérique. Donc, ne pas se créer d'adhérence au reste de la structure. On doit pouvoir livrer en production un service public numérique. Alors, quand on parle au nom du gouvernement, ça fait un peu peur. Hein, et alors, on va voir comment on gère, puisque, là encore, on est dans... Je vous ai parlé de frugalité. On a un devoir, on se donne pour devoir, nous, quel que soit le sujet qu'on nous pose, que ce soit de réparer le RSI, de fabriquer un simulateur des droits ou une solution pour les taxis, on se donne toujours 6 mois, maximum 4 personnes. Donc, ce qu'on appelle un time box. Donc, c'est la première case. Alors, j'essaie de trouver une métaphore, vous me direz si elle est intéressante, mais c'est de se dire, vous savez, au bout de 6 mois, on n'aura pas fait la bonne boîte ou mes aides nationales avec tout le truc, mais on aura probablement la capacité, en Moselle, d'avoir fait déjà des premiers clients satisfaits sur un premier périmètre, aller chercher nos... Vous savez, c'est une démarche extrêmement différente de ce qu'on trouve dans les grands programmes ou ce qu'on peut faire dans l'administration, où on va plutôt essayer de dire il faut prévoir tous les cas, il faut embrasser tout, il faut tout créer un grand consensus, et ensuite on va déployer nationalement. Et puis ça fait les tragédies que je vous avais indiquées. C'est pour ça que vous n'avez toujours pas de dossier médical. Mais vous l'avez déjà payé avec vos impôts. Alors comment on fait? Donc ça, je ne vous apprends rien, ce sont les méthodes agiles, c'est juste à l'État qu'on l'apprend. Et donc, tout problème, ce qui est assez intéressant, depuis 4 ans, on a toujours fait ça. C'est-à-dire n'importe quel problème, vous mettez ce timebox. Et ça, alors ça paraît un peu bizarre, mais on y arrive systématiquement. Alors qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on a lancé le simulateur des droits? Je vous ai dit que ça a hurlé. Puisque quand même, on sortait quelque chose en 6 mois avec un point Gouv. Gouv, c'est une marque. C'est une marque qui descend des rois, c'est une marque de superbe, c'est le gouvernement, c'est quelque chose d'important. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec une marque. Vous comprenez? Je peux pas... Et au bout de 6 mois, le simulateur des droits, il marchait pour 90% des gens, mais si vous étiez
une chômeuse avec un enfant de moins de 19 ans, etc., en Alsace, ou si vous étiez un travailleur agricole, non salarié dans les dom-toms, ça ne marchait pas, ça disait des bêtises. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pas... On a un truc qui est vachement utile, mais qui est imparfait, qui pourrait être contesté par des gens. Ils disent, ah, là, c'est faux. Et bien c'est là où on a mis le bandeau bêta. Et pour la première fois, un site en .gouv se retrouve avec un bandeau bêta. Alors, c'est assez profond. C'est de dire, vous savez, d'habitude, le gouvernement dit, voilà, le gouvernement vous a apporté ce service, et donc vous sentez toute la superbe, tout l'esprit. Et là, c'est l'inverse, on se présente aux usagers en disant, mes-aides.gouv, ici l'État cherche à innover, si vous voyez une erreur, merci de nous aider à la corriger. Ça a fait grincer des dents et on a bénéficié d'un arbitrage de François Hollande à l'époque pour pouvoir le sortir. Donc c'était vraiment énorme en fait. Et ça a marché. Donc aujourd'hui, Mes-aides a fait son chemin, il a trouvé son public, vous les retrouverez à Lyon dans toutes les maisons de la métropole, vous le trouvez, il est utilisé en B2C, en B2B2C, et il n'y a plus le bandeau bêta. Donc on peut toujours démarrer, même dans l'État, même dans des services publics, avec des stratégies d'acquisition de start-up. On démarre petit, des clients satisfaits, et on continue. Si au bout des 6 mois, on n'a pas trouvé de clients, on arrête. Donc voilà une manière, si vous voulez, assez inversée dans l'esprit des gens, d'investir en numérique, puisque, j'insiste, la manière de voir et les représentations des dirigeants et des dirigeants informatiques est à l'inverse de ça. Il faut tout prévoir, il faut faire un gros investissement. Et après, dès qu'on a fini l'investissement, vite, ça a tellement coûté cher qu'on passez-moi tout ça en maintenance et on n'investit plus. Vous imaginez si Facebook était en maintenance chez Capgemini? Ce serait peut-être... Bon. Donc on fait l'inverse. Vous êtes tout petit et vous gardez les équipes produits, vous gardez ces équipes autonomes et vous les faites grandir si la création de valeur est à la hauteur de la consommation. Une quatrième règle que l'on suit, qui est ce mot qu'on retrouve beaucoup, ça s'appelle la co-construction. Vous avez entendu parler beaucoup de co-construction, de design, etc. Bon, là encore, il y a co-construction, et vous savez, tout se transforme en digital bullshit, donc il faut pas se mentir. Et quand on creuse vraiment sur ce mot co-construction et quand on se soumet à l'usager réellement, il faut en tirer les conséquences. C'est-à-dire, si vous vous soumettez à l'usager, à un moment donné, vous avez d'autres formes de soumission qui ne vont pas marcher. Aujourd'hui, quand on fabrique des systèmes informatiques, là où les gens sont plutôt soumis à l'institution, aux règles, aux usages, il faut que ça convienne aux juristes, il faut que ça convienne à la com, il faut que ça convienne... On se soucie moins de l'usager que de plaire à la structure. Et vous avez cette ambivalence. Et la co-construction, ça veut dire être sincèrement soumis à l'usager. C'est lui qui décide. Quand il y aura des arbitrages qui tendent les choses, une direction juridique qui hurle ou des choses comme ça, il faudra toujours se tourner vers l'usager. Donc c'est cette culture qu'on retrouve chez Amazon, chez les grands du web. Et nous, c'est très important qu'on se l'applique. Tous les actifs numériques dont je vous ai parlé, ils ont été bâtis avec... Donc on a une technique qui s'appelle l'Open Lab, c'est qu'on fait venir tous les 15 jours les parties prenantes. Et ça a un double avantage. C'est que non seulement vous fabriquez quelque chose qui fait sens, enfin qui va marcher, mais parce qu'en plus, eux, ils vont l'acheter, ils vont être les premiers utilisateurs. Donc c'est comme ça qu'on a fait les marchés publics simplifiés, c'est comme ça qu'on a fait Mes-aides, c'est avec ces gens-là, avec des assistantes sociales, pour comprendre vraiment quel était le problème et dans leur situation, en quoi on résolvait le problème. Donc vous êtes sûr de bien résoudre leurs problèmes, ensuite elles vont l'utiliser et elles seront vos plus grandes ambassadrices. Le seul souci, c'est que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes soumis à l'usager, eh bien, ça va tirer côté institution. Alors, on fait des startups d'État, mais le mot startup renvoie à ce que je vous ai dit, à des petites choses, des petits impacts. Et souvent, les ministres, tout ça, me regardent, disent « Oui, bon, c'est sympa ton truc, mais bon, nous, c'est national, quoi. Soyons sérieux. » Mais moi, je ne fais pas des startups d'État, je ne fais pas des petites équipes, je ne fais pas des petites choses.
Ce qui m'intéresse, c'est de transformer la vie des gens, c'est de résoudre globalement des problèmes qui se posent nationalement. Donc chaque start-up d'État, c'est pas parce qu'elle démarre petit qu'elle n'a pas une ambition de domination mondiale. Enfin, française, mais c'est déjà pas mal, c'est dur. Et donc elles se trouvent toutes confrontées à cette transition. Je vous ai montré tout à l'heure le conflit entre innovateurs et conservateurs. Mais un barbare qui a réussi, il se retrouve de l'autre côté, si vous voulez. Ce qui se passe, et donc on le voit, nous, quand on démarre marché public, bon, ben là on pivote, on essaye d'avoir nos premiers marchés, ouais, 100 marchés, est-ce que les PME sont contentes? Oui, ça marche, etc. On change, le code change toutes les semaines. Et puis, 3 ans plus tard, c'est plus la même chose qui nous anime. C'est que si marché public simplifié sur les 2 serveurs, là, il tombe, la commande publique française, elle n'est pas bien, là, en fait. Donc nous, quand il y avait 100 marchés, une centaine de PME, si ça tombe un jour, c'est pas grave, vous voyez. Donc notre mentalité, elle était tournée vers l'agilité, le produit, etc. Et petit à petit, le succès fait que vous-même, vous allez vous poser des contraintes qui sont les mêmes que celles que vous avez fuies au départ. Celle d'une production qui marche tous les jours, celle d'un composant stable, celle de nombreux partenaires auprès de qui il faut donner des API qui tiennent la route et qui sont stables. Donc on se retrouve, un barbare qui a réussi devient un rentier invariablement. Et c'est ça que nous fabriquons, puisque nous, sur MEZ, effectivement, notre ambition, c'est de couvrir 100% des centres communaux d'action sociale. Et aujourd'hui, on n'en a pas fait la moitié, mais c'est déjà très intéressant. Aujourd'hui, la bonne boîte est utilisée par plus d'un million de Français par an. Et aujourd'hui, 50% des conseillers de Pôle emploi l'utilisent au quotidien. C'est-à-dire on a pris une institution qui ne parlait pas de candidature spontanée il y a 3 ans, et avec une équipe de 4 personnes, sans grand plan de changement, sans grand plan emploi, juste avec l'énergie qu'on y a mis, eh bien, si vous allez aujourd'hui dans une agence Pôle emploi, on vous proposera du recours aux candidatures spontanées. Et ça paraît bête, mais quand on fait les analyses, et on a fait des analyses de cohortes utilisateurs, pas utilisateurs, les gens qui voient des bonnes boîtes, ils sont 12% plus performants dans leur taux de retour à l'emploi. Alors vous dites oui, 12%, tout ça pour ça. Mais faites le calcul. Si on considère que donc, le taux de retour à l'emploi à 6 mois, c'est-à-dire qu'il est de 20% en gros. Hein, c'est-à-dire que si vous rentrez dans le chômage, vous êtes 100 à rentrer dans le chômage, dans 6 mois, vous serez encore 80 au chômage, et 20 seront sortis. Si vous prenez une cohorte avec des gens qui utilisent la bonne boîte, il y en aura 22 qui seront sortis, et 78 qui seront encore au chômage. Ces deux-là, en comptant qu'ils ont gagné 1 mois de chômage, 1 mois, un coût pour la société, c'est 3 000 €. On a généré des dizaines de milliers de mois de chômage en moins pour la France. Et tout ça, à 3 000 €, ça fait des dizaines de millions. Ça rembourse tout l'incubateur. Vous voyez la création de richesse? Et donc notre désir forcené d'aller non plus à 50% des conseillers, mais à 80% des conseillers. Et ça, c'est notre travail. Et on peut faire ça, mais vous l'avez observé, la mutation des comportements, de ce que font les gens au quotidien avec leurs clients, avec leurs collègues, elle est beaucoup plus lente que tout ce qu'on peut fabriquer avec nos applis, nos choses, la technologie, etc. Et donc il faut admettre ça et accepter cette transition progressive des organisations vers l'utilisation d'outils qui les font travailler différemment, qui les décloisonnent, notamment, ce que j'indiquais au début. Enfin, je vous avais promis de parler d'État plateforme. Pour l'instant, je n'ai parlé que de start-up d'État. Vous avez probablement entendu ces mots dans la bouche du président Macron. Tout le monde dit État plateforme, État plateforme. Bon. Il faut que tout change pour que rien ne change, souvent. Mais si on le fait, voilà ce que ça sera, l'État plateforme. L'État plateforme, c'est de dire que, vous savez, l'État a fait de l'aménagement du territoire. Il a mis des bretelles d'accès il a créé des autoroutes, des bretelles d'accès à des centres commerciaux, parce qu'il a décidé que les centres commerciaux c'était bien, etc. Il a fait des places de parking devant des artisans fleuristes, il fait de l'aménagement du territoire, des canaux, au 19e siècle, etc.
eh ben, il va falloir aménager le territoire numérique. Parce que nos politiques publiques, elles ne se satisfont plus aujourd'hui de formulaires CERFA, d'IGIAFON. Elles ne peuvent pas invariablement se transformer comme ça. Les politiques publiques, elles peuvent se déployer là où les gens sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans vos smartphones, vous êtes dans vos propres outils, vous avez... Et l'État, en fournissant des API, des points d'information entre ordinateurs, et en permettant à des applis, des opérateurs publics comme privés, d'accéder à ce que vous fléchez, eh bien vous allez déployer des politiques publiques là où les gens sont. Je prends 2 exemples. Je vous ai parlé de Le Taxi. Le Taxi, ce n'est pas une appli. C'est juste une API. Vous voyez, vous comprenez, Uber, c'est une application pour les chauffeurs, une application pour les clients, et puis un registre au centre. Le taxi, c'est juste le registre au centre. Et donc là, il y a des partenaires publics et privés pour des applis chauffeurs, et des partenaires pour les applications clientes. Ça veut dire quoi? Vous trouvez là 2 exemples, une offre, un comparateur taxi-VTC, vous voyez le petit logo Le Taxi, une application privée, une application publique qui est Paris Taxi, qui voit la même offre, et on n'a pas encore Google Maps, qui ne propose que du Uber, mais on entend bien déployer chez Google Maps. Aujourd'hui, quand vous faites un itinéraire sur Google Maps, on vous propose en priorité du Uber. D'accord ? Être là où les gens sont, c'est faire en sorte que dans l'appli que vous avez, de ne pas dire « Ah, c'est méchant Google, ils sont méchants ». Ben non, ils peuvent participer aux politiques publiques. L'État soutient finalement et réglemente la profession de taxi. Il est normal que dans le territoire numérique, on voit des taxis. L'État constate que quand vous êtes au chômage et vous regardez des bonnes boîtes, vous êtes plus performant, ben, on n'est pas payé à l'audience sur le site La Bonne Boîte. Moi, je préfère faire de l'audience au travers d'API et que quand vous ouvrez votre Midi Libre numérique ou votre Ouest France, ben, il y a des bonnes boîtes. Aujourd'hui, on a fait ça avec Facebook. Si vous êtes... Donc Facebook, vous voyez, ils ont aussi un rapport, ils doivent durer, ils ont un rapport sociétal avec notre monde. Et donc, si vous êtes déclaré au chômage, vous verrez sur le côté, à la place des pubs, 1 fois sur 4, des bonnes boîtes. Voilà ce que ça peut être, l'État plateforme. C'est projeter l'action publique, ce qui nous fait sens. On sait que à chaque fois que vous regardez des bonnes boîtes, ça contribue à votre taux de retour à l'emploi, c'est donc de l'intérêt général. Eh bien, ça me va très bien si vous faites ça depuis Facebook. Ça me va très bien. Donc, toutes les startups d'État, on se fait fort dans cette co-construction, non seulement de bâtir des applis, mais de bâtir des API, pour créer des effets leviers et déployer nos politiques publiques, des aides. Le simulateur des droits, il est dans plein de sites. D'accord ? Le site Mes aides. Le taxi, il est dans plein d'applis. La bonne boîte est en passe d'être dans beaucoup d'applis. Donc voilà comment on décide, en rendant des services, et en ne se vivant pas comme le producteur unique du service public, mais le coproducteur ouvert d'un service public. Ça dessine un monde, une organisation plus en phase avec les attentes sociétales du XXIe siècle. Je dirais qu'on pourrait résumer avec cette dimension. On fabrique beaucoup d'open source, on fabrique beaucoup d'open data et on fabrique beaucoup d'open API. Ces logiques-là sous-tendent, vous avez vu, une dimension organisationnelle, des équipes autonomes, responsables, qui sont résolument au service des gens. Donc c'est une révolution, c'est quelque chose qu'on fabrique, on marche, on apprend en marchant. On cherche modestement, on est 150. On essaye de grossir et moi je voulais vous remercier aujourd'hui d'être venus chercher vous aussi quelque chose et je vous souhaite une excellente conférence et une excellente 2 jours. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Merci Pierre. Bon, c'est formidable, non? Moi, j'avoue que ça a vraiment changé mon regard. Je me considère comme un indigné, peut-être vous aussi. Une anecdote simplement, Pierre. Tu disais que tu voulais que l'État devienne le Blablacar de l'administration. Moi, j'ai une copie d'écran que j'utilise souvent quand je fais des présentations. C'est le premier site web de covoiturage.fr, qui était le site de Blablacar, avec 28 utilisateurs. Et ils ont utilisé exactement la formule que tu évoquais. Sur le site, il y avait marqué « Ce site est nouveau, merci de nous signaler les problèmes ». Donc je crois qu'on est complètement dedans. C'est très intéressant. Et pour la petite histoire, Frédéric Mazzella qui sort un truc qui s'appelle Blabla Line,
Il a fait la même chose que nous, c'est-à-dire aujourd'hui Blablacar, c'est des millions de gens, c'est une prod énorme. Et c'est du covoiturage longue distance. Et pour rentrer dans un marché qui est le covoiturage courte distance quotidien, bah, il n'a pas essayé de le faire dans la même appli. Eux aussi, ils ont fait pas de côté, on refait une autre appli, Blablaline, etc. Donc cette forme cette manière de faire, elle est vraiment très intéressante pour ne pas perturber les business, faire à côté, faire grandir et trouver des débouchés ensuite. Alors, deux choses. D'une part, vous allez pouvoir, si Pierre en est d'accord, discuter presque en un par un avec Pierre tout à l'heure au village, en fait, puisqu'il y a cette possibilité d'avoir ces échanges. On va prendre quand même quelques questions, si vous voulez. On a 4 minutes 40 pour prendre des questions, s'il y a des questions, et vous avez des personnes avec des tabliers qui peuvent vous passer le micro. Où sont-ils? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a une question devant. Est-ce qu'on peut passer le micro à François qui est devant? Non. Ouais, bon, on ne sait pas où ils sont. Qui a les micros? C'est bon, Thomas, on y arrive. Merci. Bonjour. Merci Pierre, merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'ai une question, quand on est financier, quand on est entrepreneur, en plus de vouloir changer la société, on a un impératif fort qui est celui de la rentabilité. Et de ce que je comprends, il n'y a plus cet impératif dans beta.gouv.fr. Donc comment se font les arbitrages? Comment est-ce que quand vous avez 50 personnes qui viennent vous proposer un projet, comment est-ce que vous choisissez? Merci de cette question. C'est la question fondamentale. Moi, je travaille je dépense de l'argent public, donc je fais attention. Je dépense votre argent, en fait, hein, je vous remercie. Donc, il est évident qu'on a une forme de rentabilité une discipline à laquelle on doit s'astreindre, c'est-à-dire la rentabilité, elle n'est pas économique au sens lucratif hein, pour l'État. L'État, ce qu'on fabrique doit créer des externalités sociales, environnementales, positives, à même de justifier ce qu'on fait. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ce monde des externalités positives, de la création de richesse, de la valeur, il est plus compliqué à appréhender que le monde des coûts. D'accord? C'est pour ça que tout se transforme en coûts. On dit que la valeur créée par l'État, c'est la somme des salaires des fonctionnaires. C'est complètement con. Mais c'est que comme ça qu'on peut le calculer, en fait, dans le PIB. À la vérité, ce qu'on fabrique a un impact. On va, en permanence, donc je vous ai dit dans la sélection des problèmes, mesurer la capacité d'impact. Quand on a fait MPS, on dit marché public simplifié, si on dit bah, ça n'a coûté que 2 ETP, oui mais on s'en fout, c'est pas le problème, c'est quel est l'impact. En fait, on a regardé, il faut l'évaluer, on est allé voir, et il y a 2 formes d'impact, 2 dimensions. On fait gagner 20 minutes aux entreprises qui avaient l'habitude de faire des marchés, 20 minutes. Donc c'est 20 minutes par marché, de temps rendu à une entreprise, mais c'est surtout pour des PME du non-recours. En fait, on fait en sorte que des petites PME qui étaient intimidées par la commande publique y ont recours. Ça, c'est la valeur qu'on génère. C'est compliqué à mesurer. Ça vaut combien? Donc 20 minutes. Donc on a pris un minorant. On a dit, oublions l'effet PME, on va juste prendre l'effet 20 minutes. Donc je fais 20 minutes. Souvent, la personne qui fait ces dossiers, c'est un cadre 1,5 fois le SMIC. Et vous comptez combien de fois vous le faites. Donc là, vous essayez de ramener en euros votre impact. D'accord? Donc on sait que nous, à chaque fois qu'on fait un MPS, une réponse MPS, on a fait gagner 20 minutes à quelqu'un, en gros. Enfin, c'est un minorant, au moins. Et ça, on le met en regard de ce que ça coûte. Cette discipline, on se l'est astreinte, on s'y astreint sur toutes nos startups. Et c'est pour ça que toutes les startups qui sont en consolidation, hein, on fait un portefeuille, au début on est en construction, mais toutes les startups qui sont en consolidation, vous verrez que vous pourrez accéder, là, sur Internet, hein, à la page /stats. Toutes nos startups, elles ont ça. C'est-à-dire elles s'interrogent en permanence sur c'est quoi leur KPI, c'est quoi, au fond, ce qui fonde l'investissement qu'on a fait dessus. Donc au contraire, c'est une culture très profonde de l'impact qui nous anime et qui nous questionne en permanence. Beaucoup pourraient se vautrer dans ce qu'on appelle des métriques de vanité, dire oui mais j'ai des millions de hits sur mon site. Oui, mais est-ce que le monde est mieux avec ton site? On s'en fout, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu augmentes le taux de retour à l'emploi? Est-ce que tu fais gagner du temps aux gens? Est-ce que tu as diminué une queue? Est-ce qu'il y a moins de non-recours? Est-ce que ces gens-là... C'est les objectifs finaux. Ces objectifs finaux, le monde de la valeur est plus difficile à appréhender, c'est plus compliqué.
Quand on fait un outil qui s'appelle la bonne formation et on trie, vous avez vu peut-être la loi du marché avec Vincent Lindon, le gars fait une formation de grutier, manque de bol, le grutier, il n'y a pas d'embauche. Ben, nous, on a fait un site, vous direz la bonne formation, on trie les formations par taux de retour à l'emploi. Mais c'est compliqué de mesurer l'impact de la bonne formation. Parce qu'il faudrait avoir une estimation de les gens qui l'utilisent, ils se forment, et après, 18 mois plus tard, ils sont embauchés. Est-ce qu'ils ont un meilleur taux de retour à l'emploi que ceux qui n'ont pas utilisé la bonne formation? Donc des fois, on a des mesures très compliquées à prendre, des mesures avec des effets retard, etc. Donc c'est un champ, le champ de la valeur, des KPI, et donc du retour sur investissement social est un champ que vous retrouverez sur toutes les pages stats de nos startups, et sur le blog de beta.gouv, il y a beaucoup de discussions à ce propos sur les KPI et sur le digital bullshit. Merci encore Pierre.